Comment, pour qui, pour où, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant de se poser la question pourquoi de mettre de l'art dans la rue, dans la ville, parce que ça pose quand même des questions fondamentales. Normalement, l'art, c'est pour les musées, c'est un public, un public convenable, confortable, qui connaît les codes. Et là, vous bousculez tout quand on le place dans la ville, pour un public qui n'a pas été informé, avec quelque chose qui est absolument quand même audacieux, d'un courage inouï, et surtout extrêmement dangereux, parce que bien évidemment, on a vu que les affiches étaient déchirées. Il va y avoir vraiment toute cette question de quelle est la place de l'art, quelle est la place de la culture, quelle est la place de la curiosité, de l'audace. Est-ce que ça doit être hors les murs? Faut-il pousser les frontières? Et pourquoi faire ça? Et pour qui? Et pour où le mettre? Mais à quoi ça sert? Voilà, donc il y a plusieurs intervenants qui sont là. Vous avez bien sûr les deux personnes du collectif qui ont réalisé le film magnifique sur Ernest Pagnon Ernest. Vous avez également Henri Yang, qui est un artiste, qui fait de l'art urbain. Mantra, qui est ici, qui vient de nous rejoindre. Et également, attendez, si vous enlevez les trucs, Fred Intrigé, qui fait partie du collectif Urban Art, QFAS Urban Art, qui présentera son travail. Et puis, bien évidemment, Ernest Pignon Ernest, qui est un artiste qui fait des dessins à l'origine, qui va placer ses dessins sur la ville, sur les murs, mais pas seulement uniquement pour les coller sur les murs, mais dans un enjeu évidemment culturel extrêmement très fort et également politique, il faut le dire. Politique au sens de la vie de la cité. Mais ce qui va nous intéresser, et après je vais vous laisser parler, c'est bien évidemment la question du pour qui? Pour qui on fait ça? La question de l'illégalité, de la légalité, de la commande publique aussi. C'est quelque chose qui ne va pas de soi. Alors, comment s'interfèrent tous ces éléments-là de la question de la légalité, de l'illégalité? Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Qui c'est qui commence? Hop. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé dans le film, quoi. Donc c'est à vous. Ça marche, ça? Oui. J'ai déjà beaucoup parlé. On va le voir. Moi, je connais vos travaux et c'est assez différent. Enfin, quand vous faites une peinture murale ou quoi. Moi, tout ce que je fais, parce que ça fait 50 ans que je fais ça. Les premières interventions, c'est 1965-66. C'est toujours sans autorisation et sans lien avec aucune institution. C'est-à-dire que je demande ni subvention ni autorisation, jamais, quoi. Voilà. Donc si c'est quand vous dites illégalité, c'est à ça que vous pensez, je ne sais pas. En même temps, j'ai été arrêté, je ne sais pas moi, 50 fois, probablement plus. Mais j'ai commencé, je faisais des pochoirs. Les premières interventions que j'ai faites, c'était avec des pochoirs. Alors les pochoirs, c'est un côté irréversible. Et puis, à partir de... En 1968, j'ai commencé à coller des grands dessins. Puis en 71, j'ai trouvé la solution des grandes sérigraphies, comme ce que nous voyons là. Parce que j'ai fait des collages. C'est en voulant travailler sur la Commune de Paris que j'ai imprimé presque 1000 sérigraphies de 1,20 m sur 3 mètres. Là, je n'avais pas d'autre solution que de trouver la sérigraphie. Mais je voulais revenir à ça, c'est que j'étais arrêté, là, quand je collais sur la Commune de Paris, j'étais arrêté au moins 10 fois dans Paris. On m'a menacé de procès, mais en même temps, le papier collé n'altère pas. Finalement, je n'ai jamais eu un vrai procès. Ouais. Je veux dire, contrairement à, je sais pas, à Mystique qui a eu des amendes à payer, des choses comme ça. Moi, c'est jamais arrivé jusqu'à ce qu'on me fasse payer une amende parce qu'on a considéré que le papier collé ne dégradait pas les choses. Bonjour à tous, à toutes. Merci d'être présents et d'avoir été présents avant mon arrivée, bien évidemment, pour le film présenté avant nous. Pour juste rebondir là-dessus, premièrement, je pense que par rapport à l'illégalité, c'est aux yeux de la loi, donc ça dépend des pays. Finalement, ici, aujourd'hui, d'aller dans n'importe quelle ville en France et de nous demander une autorisation,
quand même on a l'autorisation du propriétaire, on est dans l'illégalité si on réalise quelque chose qui n'a pas, l'aval, merci, de la communauté, et donc finalement des représentants de la communauté, que ce soit une ville, un village ou même une région. Dans un second temps, là où c'est très intéressant ce que vous dites, des peintures à carrosserie, oui et non. Aujourd'hui, on est dans un mouvement par rapport à l'aérosol. La pratique de la peinture à l'aérosol a évolué, s'est spécialisé, s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, on est sur des pigments ô combien même, peut-être même plus techniques que des peintures à l'acrylique. Pour répondre à votre question, combien de temps ça dure, j'ai eu la chance de voir une pièce qui a été réalisée il y a 22 ans à Trèves, qui est toujours là. Et quand bien même elle fut réalisée avec des aérosols, on va dire, de carrosserie, qui n'étaient pas à l'époque spécialisés pour notre pratique. Mais au final, pour rejoindre ce que disait monsieur Ernest Pignon-Ernest, par rapport à le traitement de la loi, finalement, comment s'applique la justice par rapport à un acte. Si une dégradation coûte de l'argent, énormément d'argent, et qu'il y a une volonté vraiment que cet argent soit dépensé pour nettoyer une trace, quelle que soit, hein. On ne parle pas de qualité, on parle d'une trace. Hein. Là-dessus, chaque trace a une identité. Donc quand c'est pour une personne qui a repeint sur un métro, tel que Asile récemment, son procès qui a été énormément médiatisé, cette personne a dû payer un prix fixé au mètre carré, qui n'était même pas celui réel du coût d'effacement. Et pour rejoindre et terminer là-dessus, bien évidemment, effacer, enlever du papier, ça nécessite que de l'eau. De l'eau et un peu de force humaine. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que finalement la justice se range souvent derrière la jurisprudence, ou de dire la prochaine fois on vous arrêtera avant de le faire. Vous vouliez dire quelque chose aussi ? Oui, je voulais dire que en fait la question de pour qui et pour l'illégalité, alors pour qui généralement c'est pour nous-mêmes déjà qu'on peint au départ. Pourquoi ? Parce que je viens d'une génération parisienne des années 90 à peu près, où j'ai commencé à exercer fin 80, début 90, où on peignait d'abord pour nous. C'était assez égocentrique, assez nombriliste. Et c'était d'abord du tag pur et dur, une signature. Et par la suite, à cause de la répression, c'est une répression assez forte, justement quand tu parlais de Asile, où il y a eu sûrement cette répression et de gros procès et des amendes assez lourdes. Excusez-moi, je prends le micro. Jusqu'à, pour les personnes qui l'ignorent, des peines de prison. Pour certains, le premier en date fut ONO et un de ses acolytes dont je oubliais le nom, par rapport à l'action qui a été rendue très médiatisée, d'avoir repeint la station Louvre et d'avoir repeint sur des répliques de statues présentes au musée. Voilà. Donc jusqu'à des peines de prison. Aujourd'hui, des amis personnels à moi sont en fuite, ne peuvent pas résider dans leur pays de naissance, puisqu'ils fuient la justice, ils fuient des amendes qui se comptent en centaines de milliers d'euros. Voilà, donc c'est aussi un autre penchant. Oui. Ça pose la question aussi du droit d'auteur, parce que du coup, il y a l'auteur qui est artiste, mais il y a le droit de propriété du support aussi. En l'occurrence, il y a les œuvres du Louvre, là c'est l'État qui est propriétaire des œuvres, donc ça fait aussi cette question. Des répliques, oui, mais il y a aussi cette question du droit d'auteur, du droit de propriété du support. Vous faites une œuvre picturale magnifique sur un mur qui appartient à quelqu'un, un kidam. Le propriétaire, c'est le propriétaire du mur. Même si l'artiste a le droit d'auteur, quand bien même le propriétaire du mur peut faire ce qu'il veut avec son mur. Le repeindre, le faire nettoyer, le détruire. Oui, ça c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec vous. Il faut savoir d'abord que pour brosser un peu dans l'histoire du graffiti, il faut bien comprendre qu'il y a le graffiti pur et dur. Bombe aérosol, mur, voilà, ça c'est le graffiti pur et dur, avec soit du tag, soit une fresque murale. Il y a ce qu'on appelle le street art, même si M. Pignon-Ernest a été l'un le fondateur, parce que vu ça m'a encore même enseigné cette vidéo, il y a chapeau à ce que vous avez fait. Il y a le street art. Aujourd'hui, on parle de street art, moi je parle plus d'art urbain, mais bon, street art c'est plus facile de dire aujourd'hui I love you que je t'aime, donc on parle de street art. Mais il y a le street art. Et après, les toiles d'artistes qui rentrent dans les institutions, ce qu'on appelle l'art urbain contemporain. Oui, alors pour ça, je vous montre, vous avez d'abord le tag, vous avez après
des projets comme illustrer, mettre en valeur le mur de Berlin. Ensuite, il va y avoir des sessions qui vont être organisées en général par des collectifs, des associations. Donc là, c'est une jam session au mur des Beaux-Arts à Mulhouse. Donc là, c'est organisé, il y a des financements publics, Voilà. des projets qui sont montés, beaucoup plus récents, jusqu'à effectivement cette fois-ci des artistes qui sont installés sur la scène d'art contemporain, dont les œuvres sont en galerie. Donc justement, alors à partir de là... Et là, cette fois-ci, il y a vraiment une institutionnalisation Voilà. de la scène du street art. Donc à partir de là, quand on parle de légalité et illégalité, Là, ça ne rentre là, il y a un jeu d'équilibre qu'il faut Oui, avoir, parce qu'il y a le marché de l'art qui rentre en ligne de Voilà. compte. Il y a donc il n'y a pas on va dire de vandales ou d'artistes stéréotypés. C'est-à-dire que le boulanger peut être un tagueur. Quelqu'un de bonne famille comme Asile qui, lui, ou même Bando, qui était l'un des précurseurs, parce qu'à l'époque, pour aller peindre, il fallait acheter des bombes aérosols ou les emprunter dans un magasin. Mais on les remettait vides en rayon. Voilà. Donc c'est eux. Vous voyez beaucoup d'emprunts, oui. Il n'y avait pas encore ce thème à l'époque. Et en fait, il fallait se déplacer ou voyager, comme Bando, il est parti, son nom d'artisan, je tairai son nom. Donc, il voyageait aux États-Unis, ramener cette mode et commencer à peindre. Pour cela, il fallait avoir comme des sous-sous dans la poche. Et par là-dessus, ça s'est développé. Donc après, la légalité et l'illégalité, aujourd'hui, c'est un jeu d'équilibre parce qu'il y a les nouvelles générations, l'ancienne génération qui se titille un peu. Et donc voilà, les frontières se sont un peu rétrécies et les enjeux sont beaucoup plus forts. Et surtout maintenant rentre en ligne de compte le marché de l'art et les galeries avec véritablement cette fois-ci la possibilité de placer des œuvres qui étaient théoriquement faites pour la rue sur des supports de toile ou des supports qui vont pouvoir après être accrochés sur les murs avec une destination complètement différente qui sera beaucoup plus de l'ordre, je veux dire un gros mot, de la décoration. Puisqu'il n'y aura pas le même enjeu que l'installation dans la ville pour avoir cette ouverture à tous les publics. Oui. Hein? Puis c'est totalement différent quand même. Mais quand on le vend dans une galerie, on le vend pour un collectionneur qui va le mettre chez lui. Quand on le met près d'un couloir de bus ou près d'une station de métro, ce sera ouvert à tous. Donc c'est complètement différent. C'est la destination de l'œuvre. C'est même deux métiers différents. Oui. Je veux dire. C'est deux attitudes différentes. Non, mais c'est deux métiers différents réellement, puisque des personnes, hein, je ne vais même pas employer le mot, des peintres pour moi, des peintres qui arrivent à allier leur présence sur mur dans la ville, non pas seulement dans leur ville de résidence, mais de leur pays, de leur continent, d'être présents sur plusieurs continents, et en même temps avoir une présence sur le marché de l'art aujourd'hui. En France, ils sont très peu. Moins de 30 ans, il n'y en a qu'un. Et ce n'est pas moi, il s'appelle Opar de Paris. Des plus de 30 ans, il y en a certains. Il y en a plusieurs. Bon, pardon. En fait, je suis très profane et j'en ai oublié certains. Ou je ne connais pas leur âge. Oui. Alors vous serez d'accord avec moi pour dire qu'ils sont peu. Ils sont peu. Voilà. Ils sont peu, mais le marché de l'art sur la scène se développe considérablement. Évidemment, puisque... il y a même des galeries spécialisées. Oui, je disais des moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Effectivement, dans moins de 30 ans, il y en a très peu. C'est vrai que Opar fait partie des exceptions. C'est quelqu'un un jeune homme qui n'a pas fait ses preuves dans la rue. D'ailleurs, il ne s'est pas tagué. Mais, il faut dire... oui. Et il ne s'est pas tagué. Mais c'est pas un mal, c'est très bien. Parce que, en fait, il y a des... Je ne défendais personne. Hein. Oui, non, mais je le dis parce que voilà, ça sort tout seul. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de langue de bois. Donc voilà, on est en famille. Donc... Moi, j'ai jamais fait ce genre de truc. Non, moi, j'ai jamais envisagé mon intervention de cette façon. Moi, je peux même résumer en disant que je mets pas des images dans les rues. C'est-à-dire que ma proposition, c'est le lieu lui-même, en quelque sorte. Ce que je propose, comme on pourrait dire, ce que j'expose, c'est... Je travaille, mettons, sur une rue de Naples. Ce que je propose, c'est la rue de Naples elle-même, comme une espèce de ready-made. Et mes images sont là pour, en quelque sorte, exacerber le potentiel poétique, symbolique
la force suggestive de la rue. Mes œuvres, ce ne sont pas mes dessins. Mes œuvres, si on peut parler d'œuvres pour un travail de ce type, mes œuvres, c'est ce que provoque le dessin dans la rue. C'est cette espèce d'interaction qu'il va provoquer. C'est-à-dire réactiver le souvenir de la rue. Je veux dire, quand je parlais de la Commune de Paris, quand je colle les images, je fais des anachronismes volontaires, je colle un gisant de la Commune sur les escaliers du métro Charonne, et l'œuvre, c'est pas mon dessin, parce que je le colle à plein d'endroits différents, c'est ce qu'il va provoquer dans le lieu, c'est l'interaction à la fois spatiale et temporaire qu'il va provoquer. C'est-à-dire que quand on travaille dans la rue, on se saisit, on partage avec les gens. Alors que pour votre première question, on partage avec les gens du temps, de l'histoire, de la mémoire et du symbolique, en quelque sorte. Voilà, ça, ce sont mes matériaux, ce sont les choses que je partage avec tous les gens avec lesquels je partage la ville, avec lesquels je partage la cité. Et je viens glisser mon image là-dedans pour perturber l'appréhension des lieux que nous avons. Vous voyez, c'est-à-dire que mes œuvres, ce ne sont pas mes dessins. Donc, d'ailleurs, ils ne sont pas faits pour rester, c'est volontairement que c'est du papier. Je veux dire, pour prendre un exemple, le plus rapide, j'ai beaucoup travaillé à Naples, sur la ville de Naples. J'ai travaillé sur les représentations de la mort qu'a sécrété cette ville depuis presque, disons, 2000 ans, depuis Virgile, tout ça. Mais mes images de la mort, qui faisaient référence à ça, je les ai collées la nuit du jeudi saint, du vendredi saint. C'est-à-dire prenant en compte une espèce de sensibilisation de la cité à ces problèmes de la passion, de la résurrection et tout ça. Moi, je suis athée, hein, non, je veux dire, mais j'appréhende ça comme un fait culturel, comme je pourrais travailler Vernon ou Paul Veyne, hein, je veux dire, ouais. Et donc, je colle mes images dans un contexte, et le moment où je colle mon image intervient autant que mon dessin lui-même. Il fait partie de ma proposition, hein, de ma palette, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça n'a rien à voir avec... ce qui fait qu'en effet, je ne sais pas ni taguer ni graffer, quoi. Moi, j'ai abandonné les pochoirs parce que je n'étais pas capable de faire des pochoirs aussi sophistiqués que certains savent faire aujourd'hui. Je sais pas, je découpais avec un cutter et c'était un peu noir et blanc, un peu binaire comme proposition plastique, alors que les images que je colle, j'essaie de les charger de sens, d'histoire. Comme on a vu là, par exemple, je fais une image en m'inspirant des photos de la police du corps de Pasolini, mais je le mets dans une attitude de pietà. Vous voyez, je travaille le temps, hein, voilà. Donc, je ne pouvais pas le faire rapidement et je n'étais pas capable de le faire avec des pochoirs. Donc, je le fais avec des dessins que je mets 6 mois à réaliser, quoi. C'est tout le contraire. Je voulais dire, juste reprendre ce qu'a dit M. Ernest, c'est que le savoir taguer ou pas, c'est pas le souci, c'est justement cette transmission d'émotions. Et ce qu'il fait, son travail depuis 50 ans, je trouve ça formidable. Notamment, le film, il était magnifiquement réalisé. Ouais, magnifiquement réalisé. Et c'est vraiment comme je viens de génération où il y avait le mouvement hip-hop, où justement il y avait ce métissage culturel et qu'il fallait transmettre à la nouvelle génération et surtout transmettre des émotions. Je le retrouve dans son travail. Et effectivement, la plupart des taggeurs des premières générations se sont inspirés, notamment de Mystique, de Monsieur Ernest, de monsieur. Bien, je dis pas trop monsieur, ça fait. C'est vrai. De Ernest. De Black Laura aussi. Et de Ménager. Oui, oui. Ernest. Voilà. Mais vraiment, c'est vraiment transmettre. Non, encore. Non, de toute façon, il est aussi jeune que moi. Donc. C'est transmettre ses émotions. C'est le but, en fait, c'est cela. C'est pas forcément. Il y a aussi un côté technique, parce qu'il y a un travail préparatif, et c'est ce que j'ai aimé chez Ernest, c'est qu'il y a un travail préparatif, et également cette investigation, ces prises de risques, et il y a ceux qui font vraiment, qui transmettent l'émotion, il y a d'autres qui participent, et Ernest Pignon et Ernest travaillent très très bien, je tenais à le dire.
Alors c'est vrai il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord la première chose, c'est la signature, c'est marquer sa trace, marquer son empreinte. Donc forcément les choses doivent être très très rapides, avec une sorte de geste calligraphique pour que l'on puisse reconnaître qu'un tel ou un tel est venu là. Donc il y a vraiment le marquage de territoire. Et ça c'était vraiment au tout début de cette scène artistique, qui n'était pas artistique d'ailleurs, c'était juste marquer son territoire et développer comme ça une sorte de cheminement à travers la ville, à travers le quartier, à travers la cité, ou hors justement de la ville, du quartier et de la cité. Puis après, petit à petit, ça va devenir des choses plus élaborées, avec un travail beaucoup plus de la calligraphie, de bubble, du wild style. Puis après, effectivement, petit à petit, commence à rentrer l'image, avec beaucoup plus la scène parisienne. Il faut dire que la scène américaine de New York. Hein. En même temps, excusez-moi, je fais une note à propos de ça, parce qu'il a dû sortir une vingtaine de bouquins cette année, street art, art urbain et tout ça. Et il y en a bien 90% qui font démarrer ça aux États-Unis. Je veux dire que, alors qu'ils commencent à faire les choses dans les années 80, hein, et que moi j'en ai fait en 1965, mais on a une espèce de mentalité de coloniser quand même dans notre pays. On veut toujours que tout ait commencé aux États-Unis. Ouais. Mais en fait, il y a eu deux démarrages parallèles. C'est que quand il y a eu les nouveaux quartiers qui sont construits dans les années 50-60, il y avait notamment Zloty-Camiens, entre autres, hein, qui avait commencé à faire ses éphémères. Oui, c'est ça. Ernest Pignon-Ernest et Zloty-Camiens. Et Buren aussi. Hein. Donc effectivement, c'était sur les nouveaux ensembles qui se sont construits dans les années 60 avec ces nouveaux murs. Pardon ? Sur les nouveaux ensembles qui se sont construits, avec la disparition des anciens quartiers, les nouveaux murs, des choses tout à fait nouvelles. Et vous, aussi sur cet aspect historique et de mémoire des anciens temps, des choses qui revenaient, la résurgence de l'ancien temps. Ça, c'est plus particulièrement la scène européenne et parisienne, plus particulièrement. À New York, c'était plutôt dans le Five Points, c'était donc les quartiers déshérités autour du Bronx, où là, effectivement, il y avait l'enjeu du nouveau territoire, hein, de cette partition de la ville. Je voulais rebondir sur le fait que sur la calligraphie, sur le tag. En fait, le tag, c'était quand même artistique, même si ça se voyait pas au premier coup d'œil. On dit ah bah c'est pas beau. Non, mais s'il y avait quand même un travail de recherche assez profond au niveau de la calligraphie en France, à Paris. Le tag, généralement, quand on rentre à la maison et qu'on voulait travailler son style, on prenait d'abord avec un stylo. Et on les capitales, et puis à force d'être à l'aise dessus, on se perfectionne et on arrive à avoir sa propre patte. Par la suite, le bubble, donc ça veut dire que ce sont les lettres qui sont un peu plus arrondies. C'est l'intermédiaire entre le graffiti pur qu'on voit sur le mur, avec Wild Style, là, les lettres imbriquées, et c'est l'intermédiaire, ce qui permet de commencer à utiliser la bombe aérosol. Alors, au départ, quand c'est le tag, c'est vraiment que le poignet qui travaille, et un peu le bras. Hein. Et après, quand on a commencé à arriver sur le mur, là, on commence à avoir une espèce de danse pour faire les lettres. Et on commence à danser. Et plus on commence à... On répète, merci mon gars, on répète ce mouvement, ce geste, cette danse, et plus on devient expert en la matière, et notamment aussi après avec les outils, parce qu'il y a différents outils. Tout à l'heure on a parlé de bombes aérosols, d'embouts justement, ces embouts qu'on appelle, voilà, les caps, les caps là. Voilà, et au fur et à mesure on devient des personnes de plus en plus douées. Oui, et puis l'âge aussi, l'expérience. Hein. 14 ans, en général, c'est le premier tag. Oui, à 22, 27, si quand même. Même un peu plus jeune, oui, mais c'est les premières écritures. Propre trajectoire. Non, mais je ne veux même pas m'attarder là-dessus. Certains à 14 ans avaient déjà presque 5-6 ans d'expérience et d'autres n'avaient même pas commencé. J'ai touché une bombe aérosol pour la première fois à 17 ans avant de m'y mettre réellement à 21 ans. Chacun a sa trajectoire propre, c'est juste du travail, énormément de temps passé avec son outil, avec ses sentiments, qu'est-ce qu'on a envie de traduire graphiquement parlant sur quelques supports que ce soit, le choix ensuite des supports, et c'est la démarche. Après, chercher sa propre démarche, c'est avant tout du travail, je pense. Alors effectivement, on peut dire qu'il y a de plus en plus, c'était un rejet vraiment très très violent de tout ce tag, et maintenant clairement vous sentez qu'il y a vraiment une appropriation, à la fois...
Alors, une appropriation, une récupération, ça c'est différentes gradations. Et il y a aussi un public qui commence à se développer. D'ailleurs, quand je vois votre moyenne d'âge, je m'aperçois qu'effectivement, il y a une démocratisation. On sent clairement, il y a vraiment un développement. Ben oui, vous n'avez pas entre 14 et 22 ans, clairement. Enfin, vous ne les faites pas, mais il faut être assez objectif. Voilà, moi, je voulais rajouter quelque chose et revenir sur la question pour qui on fait ça. Et là, justement, on parle de l'accessibilité de l'art, de la démocratisation de l'art. Je pense que Ernest l'a dit une chose très intéressante parce que lui, il utilise, s'approprie de l'espace urbain comme outil d'échange, d'interaction avec la population. Et c'est ça que je trouve que c'est la magie de cette appropriation parce que on parle de street art, de l'art urbain contemporain et tout, on peut dire tout et n'importe quoi, mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est ce débat de cette démocratisation de l'art, parce que oui, peut-être les artistes les font pour eux-mêmes, les œuvres, mais je pense que le plus important, c'est de donner la possibilité à des gens qui n'ont pas forcément accès à la culture, qui ne fréquentent pas des centres culturels, des galeries, qui n'arrivent pas à franchir ces barrières, qui sont confrontés quand ils vont acheter du pain dans une boulangerie le matin et se trouvent devant une œuvre d'art qui le fait réfléchir alors que le faire sourire. Et c'est ça que doit motiver le travail de l'artiste, parce que quand tu s'enfermes dans une galerie, qu'on connaît les codes, qu'on maîtrise les codes, comme tout le monde qui est dans cette salle, oui. Ouais, c'est dans une zone de confort. Mais quand tu es dans la rue, que tu te trouves devant une œuvre, que tu sens l'odeur, les vents, la texture du mur, que tu peux toucher l'œuvre. Si tu fais ça dans une galerie, ils vont te mettre un coup au pied, ils vont te mettre dehors. Donc, quand tu es dans la rue, tu as la possibilité, tu as la chance de toucher l'œuvre, sentir la texture, l'odeur, de parler aux gens. Quand j'ai vu Ernest en train de coller son œuvre dans un mur, et les petits gamins qui s'est arrêté, il avait 8 ans, qui regardait l'œuvre, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il pensait, c'était quoi sa réflexion, est-ce que ça peut l'inspirer, qu'est-ce que l'image, quel type de réflexion il peut avoir, comment il peut se projeter. Donc je pense que c'est ça la magie de l'art, du street art. Et qu'on parle de tags, oui, on parle des bombes et tout ça, mais c'est pas que ça, quoi. L'art urbain, quand on parle de l'art urbain, ça peut être un jardin vertical, ça peut être une installation, ça peut être une installation lumière, ça peut être un poème, ça peut être une œuvre éphémère. On est un peu là, le débat a commencé pour les stéréotypes de la chose, parce que voilà, on parle des bombes, on parle de l'urban art. Moi, quand je rencontre des politiciens pour essayer de parler de projet urban art qu'aujourd'hui est présent dans 10 villes des 4 pays, on est toujours dans les stéréotypes. Oui, vous venez ici faire des tags dans le mur de mon école. Moi, je dis, bah non, justement pas. Donc, l'art urbain, c'est l'appropriation de l'espace public. C'est ça que je pense qu'il faut en parler. Et je voulais revenir sur la question, pour qui? Ouais, c'est pour tout le monde. C'est ça. Oui, mais pour où? Alors, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est très important, parce que quand on va le placer, partout. Pas forcément partout, parce qu'il faut donner un sens à ce que l'on fait. On voit bien, Ernest Pignon-Ernest ne veut pas coller ses œuvres n'importe où. C'est pas pour partout, c'est pour certains lieux, dans certains moments, ici et pas ailleurs. Et on peut mettre de l'art dans tous les quartiers, mais l'art a un sens, je pense, trop profond. Et il faut que ce soit placé ici. Si on peut le placer ici ou ailleurs, peut-être que c'est pas exactement ce qu'il faut. Je pense que pour revenir par rapport à la rue, c'est avant tout à chaque fois une démarche qui est personnelle, ou qui est plusieurs personnes qui se groupent et qui forment finalement une entité plus forte de plusieurs personnes, et qui ont une démarche. Et finalement, chaque création, chaque trace qui sera laissée, que ce soit une affiche, que ce soit une fresque murale qui nécessite plusieurs jours ou de préparation avant de passer à l'acte, et ensuite plusieurs jours de chantier, que ce soit une action qui soit réalisée sur un support roulant ou fixe, que ce soit un métro, un avion ou un mur ou une rame de métro. Avant tout, c'est une démarche. C'est une démarche qui est personnelle dans mon cas, puisque je peins seul. Je peux faire partie de collectifs qui sont invisibles, qui n'ont pas de nom, puisque j'ai des amitiés avec d'autres peintres
qui ont d'autres démarches différentes, totalement de la mienne. Et ensuite, je pense qu'il y a l'histoire unique de chaque réalisation. Chaque réalisation est unique de par j'allais dire ubication, mais de par sa place dans l'espace urbain. Qu'il soit très urbain, dense, ou qu'il soit reculé. Pour ma part, certaines fois, peindre dans des usines abandonnées, je suis loin d'être le seul à l'avoir fait. Mais où est la place de l'œuvre, finalement, c'est d'un lieu qui n'a plus de vie. Mais il y a quand même une démarche. Et ensuite, je pense que cette histoire, il y a le moment de la réalisation où l'énergie qui sort de la part d'une personne ou d'une entité va faire réagir les énergies autour d'elle. Quand je débarque du jour au lendemain dans un des quartiers très défavorisés du sud-ouest de Bogota, le quartier Galicia à côté de Perdomo, on est à 3 heures du centre-ville d'une grande capitale mondiale où des personnes du jour au lendemain voient un peintre débarquer pour peindre une façade et demander l'autorisation au pied. Arriver à 8 heures du matin, dire « S'il vous plaît, est-ce que vous nous autorisez à peindre votre mur ?» Et il y a ensuite ce voyage, puisque c'est un voyage, il y a un début, il y a un pendant et il y a une fin, puisqu'un jour il faut laisser finalement son œuvre ou sa réalisation et elle vit toute seule. Et donc de toute façon, il y a ce voyage qui est humain. C'est avant tout un échange humain. J'échange personnellement lorsque je suis sur un échafaudage sécurisé ou non avec les personnes qui sont en bas, qu'elles soient d'accord, qu'elles m'encouragent, qu'elles soient contre, qu'elles laissent faire finalement. Et il y a tout cet échange qui est très culturel finalement. Tu ramènes même des gâteaux et des cafés. Oui, des personnes qui ne me connaissaient pas du tout m'ont invité au restaurant et j'ai dû décliner l'offre alors que c'était la personne qui vivait dans le bâtiment. Et puisque j'étais concentré pour pouvoir mener à bien cette décision que j'ai prise qui était de peindre ce mur. Ouais, en fait, je rejoins ce que tu dis, c'est que la démarche effectivement elle est très personnelle. Elle est personnelle au départ. Par exemple, moi, quand je vais peindre sur un mur, d'abord, je touche d'abord le mur pour savoir si il me parle, quoi. Si la peinture va bien adhérer, et c'est personnel. Après, je regarde le quartier. Le quartier, ça vient après. Ça peut être un quartier chic, ça peut être même un quartier défavorisé, c'est pas le problème. Après, c'est ce que je vais laisser, l'empreinte que je vais laisser. Si je vois par exemple c'est un quartier vraiment triste, je mets plein de couleurs. S'il a déjà plein de couleurs, bah, je vais faire réfléchir les personnes. Et c'est la même démarche, ton prénom, excuse-moi. Yuri. Même démarche merci, que Yuri. Je suis parti aussi en Amérique du Sud, je suis parti au Brésil, peindre carrément dans une favela à Rio, Santa Marta. Et là aussi, pareillement, j'ai demandé l'autorisation à la personne qui gérait cette favela. Où est-ce que je pouvais peindre? Il m'a dit voilà, sur le mur d'une crèche. Alors ça, c'est l'embellissement. Non, c'est. Vous mettez des couleurs, vous transformez les choses. Vous mettez des couleurs. Alors il y a deux choses. Il y a l'embellissement du mur qui n'avait pas d'identité et les relations que vous établissez avec les habitants. Alors là, c'est plutôt les relations. Moi, c'est pas l'embellissement qui m'intéressait. Moi, ce sont les relations. Et effectivement, dans ces pays-là, où les personnes sont très 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 chaleureux, et ben automatiquement, il y a un échange. On va faire des gâteaux, moi on va faire du café. C'est le moyen de rentrer en relation, parce que sans quoi vous passeriez dans le quartier. Ah bah c'est parce que vous faites quelque chose qui va demander beaucoup d'heures de travail, donc vous êtes là longtemps, vous prenez contact avec les gens, vous établissez des relations de confiance. Alors forcément, vous vous appropriez aussi le territoire. Comme les gens s'approprient votre existence et votre œuvre que vous avez laissée. Et ils vont se souvenir de l'œuvre parce que d'abord elle est colorée, la façade a changé, et parce que vous étiez là. Parce que vous avez laissé votre trace aussi. Donc c'est un échange dans les deux sens. Vous sentez, mais c'est ce mur-là qui va être une sorte de balise. J'étais là, j'ai fait ça, et les gens vont se dire ah, il était là, il a fait ça. Il y a eu ce moment, c'est un moment d'échange, de partage. Oui, c'est un moment d'échange. Alors vous donnez de nouvelles perspectives parce que tout d'un coup, ah, il y a eu ce moment-là. Ouais, tu étais là, tu te rappelles, c'était super. Nouvelles perspectives, je sais pas, mais en tout cas, il y a un échange. Dans le sens de lien social, nouvelle perspective au sens de lien social, après, pas la perspective géographique. Non, mais justement, c'est une nouvelle perspective au niveau de cet échange, peut-être personnel, mais on peut venir parmi plein de graffeurs qui sont déjà passés devant nous, avant nous. Le mur a pu être décoré avant, et nous on repasse encore sur ce mur-là. Donc peut-être pour eux, c'est même pas nouveau, c'est quelque chose de régulier, de naturel. Et nous, on revient, en fait, c'est nous qui nous s'imprégner de ce qu'eux ont déjà. Et
pourrait avoir pour nous enrichir personnellement. Donc après, il y a plusieurs démarches dans le fait de laisser une trace dans la rue. Plusieurs démarches. Tout à fait. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, qu'en effet, il y a plusieurs attitudes par rapport à la rue. On intervient, voilà. Moi, c'est pas sans similitude. Je veux dire, quand j'interviens quelque part, quand je colle une image, en général, j'y suis allé plusieurs fois. Je sais comment la lumière vient dessus, quelle est la texture du mur, quelles sont les couleurs, quel est l'espace, comment on va le découvrir, si on le voit de loin, comment on va découvrir l'image. Tout ça, ça fait partie de l'image et intervient dans la façon dont je conçois le dessin. C'est-à-dire que mon dessin, il prend en compte tout ce qui se voit dans le lieu, c'est-à-dire la lumière, la couleur, la texture et tout ça. Et je travaille beaucoup sur ce qui ne se voit pas dans le lieu. Alors c'est sa mémoire, c'est son histoire. Et mon dessin, il est fait à la fois en prenant en compte les contraintes purement plastiques, comme il le disait, et puis en même temps de ce que je veux inscrire. Donc l'objectif, c'est travailler le lieu plastiquement, faire du lieu un espace plastique par la présence de l'image, mais travailler le sens du lieu, en travailler sa symbolique, sa force suggestive et tout ça. Une image doit fonctionner comme ça. Il y a aussi cette notion de découverte. C'est pas la même chose, je pense, de mettre une œuvre sur un pignon où on la voit de loin, où elle va faire un appel comme ça, tout d'un coup, elle va faire la façade du quartier, elle va changer l'image du quartier, et de faire une œuvre qui va se découvrir au hasard d'un chemin détourné. Je ne veux pas mépriser, c'est très important de découvrir une œuvre dans un musée aussi, hein, je veux dire. Ah oui, non, mais mais c'est vrai que l'expérience de la découverte d'une œuvre dans le contexte dans lequel on vit fait que l'expérience n'est pas vécue de la même manière. Oui. C'est une expérience vécue de façon... Je ne dis pas que c'est meilleur, mais il y a une espèce d'intensité qui est de notre ordre, quoi. La surprise. Voilà. Mais voilà, je veux surtout pas que ça apparaisse comme un truc contre les œuvres découvertes dans les musées ou tout, ça serait démagogique, quoi. Voilà. Donc c'est très bien de découvrir des œuvres dans les musées, mais le vécu dans la rue est d'un autre ordre, en effet. Il y a ça de Jérôme Messnager, par exemple, hein, dans un escalier qui n'a pas beaucoup de charme, qui n'a pas beaucoup d'allure, d'avoir... Peut-être qu'il était très beau, justement, ça l'a dénaturé. Non, mais vraiment, c'est une question de point de vue aussi. Après, moi, je pense que cette personne, bien évidemment, donc Jérôme Messnager, avait sa démarche, puisqu'il a eu une idée, au-delà d'une idée, il a eu une vision ou un rêve, et il a eu l'envie. Il a eu l'envie, puisqu'il s'est levé, il y est allé, il l'a fait. Et ensuite, ça prend sa place et ça fait son chemin tout seul. Je veux dire, autant de personnes pourront être émerveillées, rester une heure devant, à se poser des questions, ou tout simplement rêver, essayer de partager la même vision, ou de l'approcher, d'être sur une parallèle, ou complètement rompre. Et certains ne regarderont même pas en bas, puisqu'ils seront fixés en haut, ils ne regardent même pas les escaliers. Donc voilà, après, chaque personne, bien évidemment, dans l'espace, on dit urbain tout le temps, mais c'est dans les endroits où on vit. On peint souvent, pour ma part, on peint un mur qui est dans l'espace public mais qui est privé, qui nécessite 3 autorisations du président du pays, ensuite du gouverneur, ensuite du maire. C'est vrai. Ah non, parce que le propriétaire il se plie aux 3 qui ont le pouvoir au-dessus de lui. De toute façon, j'ai envie de dire par rapport à la place que vous avez dite, par rapport à sa taille, sa superficie, une œuvre discrète qui sera cachée, une qui sera aux yeux de tout le monde puisqu'elle sera sur la place la plus importante de la ville et elle sera majestueuse de par sa taille. On est dans un phénomène de toute façon depuis la pratique finalement de l'art du graffiti et l'émergence de ce mouvement. On est calqué sur l'évolution de notre société. Notre société évolue dans un sens de publicité présente dans l'espace dit public, constamment. Publicité visuelle et sonore. Et finalement, j'estime que l'histoire des hommes qui nous ont précédés, et qui ont commencé à laisser des traces, qui avaient une réelle identité. Et aucun contenu, finalement, aucun contenu qui puisse être acheté ou qui puisse être, finalement... qu'on puisse retrouver ailleurs. Il y a ce côté d'unique et ce côté finalement c'est la voix de quelqu'un, c'est sa voix puisqu'il l'a traduit, comme le disait si bien Ernest, plastiquement finalement.
Mais c'est ça, c'est vraiment une inscription plastique, parce que Bah regardez, dans cet escalier très noir, on est en bas, on va vers la lumière, il y a cet homme blanc qui amène la lumière avec les oiseaux. Donc c'est quelque chose de très poétique, mais ça ne fonctionne que quand on va d'en bas vers le haut. Ça ne fonctionne pas quand on est en train de descendre l'escalier, on ne la voit pas. Et oui, ben c'est tout simple. Et ce qui fait qu'elle ne fonctionne que dans un sens. Mais quand elle est en bas dans l'escalier noir et qu'on va vers la lumière, forcément, elle a son sens. Et c'est vraiment l'inscription dans la ville. Et donc, c'est le quartier que connaissait Mesnager parce qu'il habitait là-bas. Donc, c'est quelque chose où on va le mettre ici et pas ailleurs. Et justement, pas dans un bel escalier tout propre, tout neuf, mais dans un escalier qui, visiblement, est humide, où il y a encore un petit peu des traces de salpêtre sur le mur. Parce que tout d'un coup, surgit cette surprise-là. Et ça demande de très, très, très bien connaître son territoire, de chercher à faire un pas de côté, à faire quelque chose de décalé. Il y a vraiment cette notion du décalage. Et il y a aussi une chose qui est certainement très très importante dans l'art urbain, c'est cette notion de cheminement. On a vu comment, pour qui, pour où. Mais la chose la plus importante, c'est pourquoi le faire. Vous avez déjà un peu répondu là, c'est-à-dire le désir d'exister. Premièrement, c'est d'abord ça. Pour l'artiste, d'abord, il veut exister. Déjà, c'est une méditation, c'est un approfondissement de soi-même, une connaissance de soi. On existe. Deuxième démarche, la critique sociale. On regarde ce qui se passe, ce qui nous entoure, et on désire le partager, ou de comprendre, ou voire même de le crier fort. Donc, soit on est un peu claustro, donc on essaye quand même on le met sur les murs. Et après, il y a des sens aussi... et une approche peut-être politique, d'autres, on va dire, poétiques. D'autres, c'est juste une envie de participer parce que les autres le font. Mais encore, c'est toujours des démarches personnelles. Après, il y a ceux que j'appelle communément les artistes Pizza Hut, c'est-à-dire qu'ils répondent à une demande, tout simplement. Voilà, on le fait. Pizza Hut, sans faire de publicité sans faire de publicité pour la marque, mais voilà, c'est... des commandes, voilà, des commandes. Voilà, que des commandes, mais c'est juste une participation. Mais au départ, le désir réellement, c'est d'exister. Généralement, on va dire à 90%, c'est d'abord ça. Et après, le reste, c'est vraiment l'environnement dans lequel on vit. Et l'environnement dans lequel on vit, on est là pour le partager. C'est-à-dire qu'on s'imprègne de cet environnement. Et après, on le mâche, on le digère et on le réinjecte d'une autre manière pour qu'il puisse avoir cet échange. Alors, premièrement, je peins, et j'estime toujours peindre aujourd'hui, jusqu'à cet après-midi et après cette table ronde, parce que j'y retournerai. Je peins avant tout pour faire mon initiation. Une initiation à un médium, à la peinture, qui nécessite énormément d'entraînement. Mais j'estime être encore en formation, en initiation. Donc pour cela, je peins j'ai besoin de cette pratique pour pouvoir emmagasiner toute la maîtrise technique, et au-delà de la maîtrise technique, le ressenti, le recul par rapport finalement à l'évolution que je peux avoir eue dans mon travail, et essayer de percevoir quelle sera la prochaine évolution. Donc finalement, essayer de maîtriser ce que je suis en train de faire. C'est quelque chose de très compliqué, de maîtriser finalement ce processus qui avance à chaque mur, puisque j'estime que chaque mur que je suis en train de réaliser, pour ma part, c'est de l'art mural, puisque je m'exprime uniquement, principalement sur des supports solides, fixes, la plupart du temps verticaux. J'ai besoin de toute cette pratique pour faire mon initiation. Donc comment faire mon initiation sur un format qui nécessite de toute façon de la place? J'essaye de le faire avec le plus grand respect possible, c'est-à-dire je ne peux pas le pratiquer, je n'ai pas de mur assez grand chez moi. Alors je serai très vite limité. J'ai besoin de trouver un consensus pour pouvoir le faire en toute liberté, quand même on est dans le cadre aujourd'hui d'une professionnalisation de ma pratique, qui rentre dans le cadre de commandes, donc on peut parler d'embellissement, oui peut-être, mais cela n'empêche que je souhaite de toute façon être libre, donc je souhaite que cette démarche puisse finalement fonctionner, quand bien même d'autres personnes
d'autres entités se couplent à mon processus, si vous comprenez plus ou moins. Donc, juste pour terminer, je vais laisser Fred parler dans quelques secondes. Donc c'est avant tout une démarche d'être face à la peinture, face à mes outils, de pratiquer tout simplement. Pratiquer pour finalement pouvoir répondre à la question tous les jours, pourquoi je suis là face à un mur, pourquoi je suis là en haut d'une nacelle, pourquoi j'ai choisi même ce contenu par rapport à la réalisation. Moi, je vais être très bref. Je peux pas répondre à la question du point de vue de l'artiste, mais en tant que porteur des projets, je pense qu'on fait ça pour une question identitaire. Par exemple, les projets qu'on réalise, il a lieu dans plusieurs villes. Par exemple, à la ville des Villerues, c'est une ville qui depuis des années réalise un festival de cinéma italien. Donc depuis 2015, on invite des artistes qui viennent, qui interviennent dans le mur et qui réalisent des fresques par rapport à cette thématique. Donc les habitants de Villerues, ils s'identifient, ils se sentent représentés, ils sont fiers de leur ville. Quand ils voient les fresques réalisées sur les murs, ils s'identifient, ils sont fiers et ils transmettent ces messages. Donc je pense que aussi cette question identitaire, c'est très important. Parce que ce n'est pas que le point de vue de l'artiste, mais c'est celui qui, entre guillemets, consomme l'œuvre, qui l'absorbe aussi. Ça, c'est important parce que du coup, il y a deux attitudes. Il y a celle de considérer la ville comme étant son immense atelier, avec une possibilité de mur infini. Ça, c'est plutôt la vôtre. Hein. C'est un immense atelier à l'extérieur. Oui, non, mais d'accord. Surtout dans le respect des cultures présentes, pour avoir peint jusqu'aujourd'hui 4 langues différentes. Hein, anglais, français, espagnol, allemand. Et au-delà de l'espagnol, plutôt le phrasé qui est d'Amérique du Sud, que ce soit Colombie, Équateur, Pérou ou Argentine. C'est avant tout également d'être responsable, de pouvoir pratiquer dans le respect de l'endroit où je suis, puisque premièrement, je n'ai pas construit le mur. C'est pas moi qui l'ai construit. Hein. Aujourd'hui, dans énormément de pays, on construit des murs exprès qui vont être dédiés. On va construire un mur exprès pour qu'il soit peint. Oui, c'est un mur d'expression. Mais alors là, c'est justement quand c'est en train de rentrer dans l'institutionnalisation du projet. Oui, sans vouloir lancer ce débat. Mais j'interviens pour la plupart sur des murs qui ont une histoire avant. Et aujourd'hui, finalement, cette pratique, elle doit tenir compte également du respect des personnes qui ont été avant et qui vivent autour également, surtout, avant tout, des habitants. Mais je rejoins l'identité, avant tout. Je veux dire, je me pose énormément la question, dans mon processus personnel, quelle doit être ma réponse personnelle par rapport à ce lieu, non pas qu'elle satisfasse le plus grand monde, mais qu'elle ait un sens. Vraiment. C'est le plus important aussi, également, à mes yeux. Voilà, là-dessus, peut-être que le film a répondu un peu pour moi. Je veux dire que ce qui m'amène à faire ça depuis 50 ans, c'est, je ne le sais pas encore, il y a un côté un peu recherche sur moi-même. Déjà, c'est parce que la vie, c'est pas assez, quoi, hein, que l'envie d'intensifier, de rendre le réel plus dense. Au fond, toutes mes interventions visent à densifier le réel, à l'exacerber, à le rendre plus fort, à mieux le comprendre, peut-être parce que j'ai eu un moment le rêve de pouvoir intervenir dessus. C'est une chose de cet ordre. Voilà. Mais ça peut être très différent. J'ai travaillé pendant des mois à Soweto sur le sida et en même temps, je fais un travail sur un poète comme Pasolini ou sur Robert Desnos. Je ne saurais pas dire vraiment. En tout cas, ça m'est absolument indispensable. C'est-à-dire que, vous avez vu, ça nécessite beaucoup d'énergie de faire ça. Je mets 6 mois pour faire le dessin. Après, il faut... je vieillis, moi, je ne suis pas aussi jeune qu'eux. Je veux dire, il faut se lever à 2h, 3h du matin pour aller coller, tout ça. Et il faut ressentir, il faut que ce soit presque nécessaire, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est indispensable. C'est comme si j'avais reçu une commande qui est faite par personne. Parce qu'en plus, moi, toutes mes interventions sont mon initiative, complètement.
Mais il y a un texte de Mayakovsky comme ça qui part de la commande sociale, mais il dit une impérieuse c'est une commande nécessité, qui n'est pas commandée, oui. c'est une commande qui impérieuse est là nécessité. potentiellement dans la société et qu'il n'y a qu'un acte poétique qui peut y répondre. C'est ça, et voilà, je m'inscris là-dedans. Et c'est vrai que c'est une impérieuse nécessité et jamais vous ne parlez de vous. Vous parlez toujours des autres. Moi Pour la commune, pour Pasolini, pour Soweto, ouais, mais pour les peut-être, SDF à Lyon. Non, oui, vous parlez, vous dessinez toujours les autres. Pasolini, on le voit, si on connaît son œuvre, ça peut apparaître comme une espèce d'autoportrait permanent, son œuvre. Mais je crois que je le dis dans le film, cette espèce d'interrogation sur lui-même interroge notre temps, interroge notre époque, nous parle de l'état du monde tout le temps. Donc c'est pas un autoportrait sur son nombril, quoi. Il nous renvoie à nous. Voilà. Moi, là, il y a quelqu'un qui fait un travail en ce moment sur le mien et qui découvre que il est sorti un livre sur le drame du métro Charonne. La couverture, c'est mon intervention. Il est sorti un livre sur les avortements clandestins. La couverture, c'est un truc. Un livre sur l'immigration. J'ai fait beaucoup d'images. Vous voyez, je veux dire que sur 50 ans, j'aurais appréhendé un peu toutes les choses qui nous ont interpellés. J'ai travaillé en Afrique du Sud avec l'ANC contre l'apartheid. Vous voyez, je veux dire, donc j'ai été sollicité, appelé, je ne sais pas, j'ai essayé d'interroger un peu tout ce qui fait notre temps, quoi, toutes les questions que notre époque a posées. Quoi. Oui. J'aurais bien aimé qu'on puisse donner la parole au réalisateur et qu'on parle un peu du film aussi. Oui. Non, mais nous, on ne veut pas bloquer le débat. Hein. Si vous avez une question à leur poser, c'est bien. Moi, je trouve qu'ils ont très réussi. Merci. Il n'y a pas eu de casting. C'est-à-dire qu'ils ont eu le feeling. Vous avez rencontré David. Faire parler à ce type, c'est un miracle. Vous avez vu le discours de ce type, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Et ça, c'est le travail du film qui a permis de faire émerger ça. Vraiment. De voir les gens qui ont parlé, qui se sont impliqués, qui ont parlé de mais ça tient à eux parce qu'ils ont fait un film sur mes collages de Naples simplement en chopant les gens dans la rue. Vous voyez, vous avez vu, au début, le collage devant Santa Chiara à Naples, c'est des gens qui passaient. Mais c'est une façon de s'inscrire dans la rue et de faire le film qui fait que la parole sort, quoi. Vraiment, c'est... Oui, je ne sais pas quoi dire. Oui, en fait, je voulais les faire intervenir à la fin parce que clairement c'est ça, c'est l'appropriation. C'est-à-dire que c'est les gens qui se sentent tout d'un coup touchés, émus, bouleversés, agacés, mais qui s'approprient l'œuvre d'art et qui vont parler. Et en fait, c'est ça ce que je suppose que fait l'artiste. Il fait une proposition, il inscrit son œuvre, soit sur papier, soit sur pochoir, soit sur des grandes façades. Et tout d'un coup, l'œuvre va vivre, va avoir une résonance, va avoir un impact. Et tout d'un coup, les gens parlent. Et en fait, le film montrait ça. On vous entendait pas beaucoup, c'est les gens qui parlent. Les gens dans le film répondent aux questions que vous nous avez posées. Je veux dire, voilà comment les œuvres sont reçues, sont vécues, voilà. Et c'est les gens qu'ils ont chopés dans la rue. Comme je dis, ils n'ont pas fait de casting. Ils étaient là dans la rue et quelqu'un qui passe. Vous avez vu la première femme qui dit qu'il ne faudrait pas dire qu'on est pédé et tout ça. Elle est incroyable. Non, je veux dire qu'ils ont pris des gens... Le film, c'est juste un enregistrement, disons, des traces qu'Ernest laisse durant avec ses collages et chez les gens surtout. Donc effectivement, nous on a juste enregistré ce qui se passait devant ces Pasolini et qu'est-ce que ces Pasolini pouvaient évoquer et susciter dans les gens qui habitent ces lieux et qui souvent l'ont croisé aussi de manière physique ou intellectuelle ou médiatique surtout pour la plupart. Voilà. Et donc comment cette image encore peut résonner et peut évoquer des choses. Effectivement, Davidé, d'une certaine manière, il incarne la poésie qui devienne acte politique. Et donc ça a été une chance. En fait, tout ce film n'a été pas du tout programmé.
On savait juste qu'Ernest allait partir tel jour et on est allé derrière lui. Donc, et toutes les rencontres, toutes les personnes que vous avez vues, qui ont connu Pasolini, qui l'ont accompagné pendant du bout de sa vie, ça a été des rencontres qu'on a fait au fil des collages d'Ernest. Donc ça a été vraiment quelque chose d'imprévisible, qui après a été construit par la suite en montage. C'est-à-dire qu'on a tourné le film en, je pense, une quinzaine de jours, mais juste avec les jours de collage d'Ernest, sans un sou, sans des bons appareils non plus. Voilà, c'était pas... Et en fait, ça a été après le travail de penser un petit peu comment raconter cette histoire et comment on l'a vécu aussi, parce que la chose, disons, belle aussi pour nous, c'était que, bien sûr, on connaissait Pasolini parce que, moi et la plupart, donc on est 6 dans le collectif, on est 5 Italiens et Amandine qui est française. On l'a connu, c'est un personnage qui revient dans l'école aussi un petit peu, mais on a connu Pasolini, on l'a approfondi grâce au travail d'Ernest. Tout comme pour le premier film, moi j'étais jamais allé à Naples, j'ai découvert Naples à travers le travail d'Ernest. Donc en fait aussi le sens pour qui est ce type d'art, pour tous, c'est-à-dire que c'est une invitation au voyage et c'est une invitation à la découverte, et une image peut susciter un intérêt et ça peut faire réfléchir. Et ça peut exacerber des choses qu'on ne voit pas parce qu'on est... on est complètement importé dans le flux du quotidien et de tout. Et donc voilà, c'est un instant de atemporalité, voilà, qui nous ramène à la réflexion. Et voilà. Donc ça pour le film. Par rapport à tout au débat, moi j'ai aucune légitimité pour dire quoi qu'il en soit parce que je ne suis pas un artiste. Mais... Ça me semble aussi un peu une catégorisation un peu tirée par les cheveux, celle-ci du street art, parce que les gens qui ont fait de l'art et qui sont dans les musées n'ont fait pas ça pour aller dans le musée. Donc en fait, l'exigence de ces gens, c'est juste voilà, une exigence existentielle, politique, qui est à chacun d'entre eux. Et en fait, ils ont des pratiques complètement différentes qu'on met sous cloche, dans un frigo, c'est le musée. Mais chacun veut exprimer des choses. Et voilà, un jour, ils seront dans des musées. Ils le sont déjà, d'ailleurs, pour certains d'entre eux. Mais c'est pas parce que pour cela qu'il faut les catégoriser avec... Mais bon, ça, c'est la question de mettre dans des boîtes voilà. Le musée au sens propre est un conservatoire, hein. Ça, c'est normal. Hein. Ce sont les conservateurs qui travaillent sur les œuvres. C'est un conservatoire des œuvres pour qu'elles soient pérennes et stabilisées. Elles ne sont pas vivantes. Elles ne le sont plus. Elles le sont par la médiation, par tout le travail que l'on fait dessus. Mais l'œuvre, par principe, va être stabilisée. Par contre, elle est en cours. Elle est mais après, dans le musée, oui. Une œuvre, je pense, c'est aussi un miroir pour chacun. Donc, en fait, bien sûr, le musée peut être considéré comme un tombeau un conservatoire, pas un tombeau, mais un conservatoire. C'est-à-dire qu'effectivement, elle va être accrochée, elle va donner sens, mais ce sera différent de l'atelier. Je pense que chaque fois qu'une œuvre est vue par une personne, en fait, a une vie qui est relative à la personne qui la voit. C'est-à-dire, non ? Je crois. Donc en fait, c'est ça la capacité d'une œuvre d'art, en fait, d'être toujours un miroir pour quelqu'un et donc d'évoquer des choses et donc d'avoir d'incarner la vie de la personne qui la regarde. Alors c'est ça en fait ce qui va se passer. Là, il y a une espèce d'ambiguïté, de confusion, mais ça va s'élaguer, ça va rendre plus clair quand une partie de l'art qui s'est fait ces 20 dernières années se retrouve dans le musée. Il y a un malentendu. Quand j'ai vu des trucs de Jérôme Ménager, là, celui qui a peint sur les escaliers, sur une toile, ça perd toute sa fraîcheur. Je veux dire, quand j'ai vu les premières dans les rues, il m'avait écrit « Vous allez voir des bonhommes blancs dans Paris, c'est les enfants des vôtres ». Il m'avait écrit ça il y a 30 ans. Ça a une fraîcheur, c'est un coup de pinceau comme ça, très léger, sur des endroits où on ne les attend pas. Donc c'est poétique. Quand il est fait sur des toiles en mettant une fausse gouttière à côté, c'est un peu con, quoi. Je veux dire, ça perd 90% de sa poésie, parce que c'était sa singularité, quoi. Vous voyez, je veux dire. Liberté, la fraîcheur. Et c'est le cas de beaucoup d'œuvres quand elles passent au musée, quoi. Voilà. Moi, les miennes, c'est impossible de les mettre telles qu'au musée.
Parce que comme je prends en compte, je disais tout à l'heure que je l'ai collé le jour du vendredi saint, que je prends les événements, que c'est un travail contextuel, c'est le contexte qui fait partie de mon œuvre. Donc quand c'est dans un musée, je viens de faire une exposition au musée de Nice, j'expose non pas les œuvres, mais le processus de travail. Voilà. Je montre tous les dessins préparatoires, les hésitations, même des trucs où je me suis planté, des trucs où je n'ai pas trouvé la solution, certains thèmes pour les mettre dans la rue, et j'expose la démarche. Vous voyez, il y avait 400 trucs sur les murs, et j'expose une démarche, en affirmant que l'œuvre, elle ne peut plus être là, parce qu'elle était liée à un événement, voilà. Mais je montre un processus de travail. Voilà, on peut résumer comme ça. Voilà. C'est un public qui va avoir les clés, qui va avoir les codes. Et il y a alors ça c'est Fred qui va intervenir là maintenant pour cette question justement de la médiation, quand on fait justement tout un travail de festival autour de ça. Oui. On peut parler dans le public, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Oui. Oui. Je vais parler justement en tant que public. Merci. Je voudrais parler en tant que public parce que le street art, ça s'adresse à tous ceux qui passent dans la rue et pas seulement aux adolescents. Alors vous pensez plutôt aux adolescents avec les graffitis, les origines, peut-être dans les banlieues, c'était des plus jeunes qui graffaient, quoi. Mais aujourd'hui, quand n'importe lequel de ces artistes, et avec n'importe quelle technique, que ce soit du pochoir, que ce soit comme Ernest Pignon-Ernest, du collage, ou que ce soit la peinture murale, je crois que le public lambda qui passe comme moi, là, il va être sensible, ou alors il ne va pas être sensible. Tout simplement, c'est une question, on en revient à la poésie, à la sensibilité et à la petite touche qu'on a en soi ou qu'on n'a pas, ça ne s'invente pas. Donc il y a des gens qui vont être réceptifs et sensibles, quelle que soit la technique, à mon avis, hein, et ils apprécieront. Ils vont y penser plus tard, ils vont revenir voir l'œuvre, ou alors ils vont acheter un livre pour l'avoir ou la prendre en photo, voilà. Ils vont peut-être faire des recherches sur l'artiste et mieux comprendre sa démarche, comme celle d'Ernest. Ou alors, peut-être que certains monteront les escaliers sans même voir les oiseaux, en prenant ça pour des taches blanches au sol, et en les piétinant sans les voir. Je suis persuadée qu'il existe encore des gens comme ça. Et ceux-là, vous ne pourrez jamais les toucher. C'est comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas réceptifs à l'art, et d'autres, j'espère que tous ceux qui sont dans cette salle le sont un peu, qui vont vraiment apprécier. Et puis, moi, j'en fais partie, et je vous remercie tous pour tout ce que vous nous apportez. Sinon, ça serait une espèce de caste qui pourrait apprécier l'art. Pardon, vous avez dit, j'ai pas entendu. Je veux dire que la sensibilité se développe. Ça se travaille. C'est quelque chose. C'est pas vrai qu'il existe des gens. Écoutez, qui je n'en suis pas si sûre que vous. Ça se travaille, mais vous aurez des résultats chez certains. On aurait pu penser que Davide, il n'aurait jamais pu apprécier Pasolini, Davide qui vendait de l'héroïne. Oui, mais là, vous avez quelqu'un qui a réussi à changer au cours de son existence par rapport à son cursus. Il est passé de... c'est Pasolini qui a réussi. C'est pas autre chose. Mais moi, je reste persuadée qu'il y a des personnes, et j'espère une infime partie, mais qui vont même voir le coût d'une œuvre en disant mais combien ça coûte à la commune. Vous voyez ce genre d'aspect très négatif. Après, et ceux-là, vous ne les toucherez pas, mais c'est comme ça. Ceux qui voient le coût, souvent, c'est aussi ceux qui sont sensibilisés. Hein. Donc, il faut faire attention. Je ne suis pas d'accord, parce que j'en connais. Mais oui, bon, c'était juste une petite remarque pour dire que l'art urbain touche le maximum de personnes parce qu'il est dehors. On n'a plus besoin d'entrer dans le musée. C'est ça qui est formidable de votre part. Après, il faut penser à une chose, voilà. À mon avis. C'est aussi que le musée, c'est un espace public. Donc, en fait, c'est aussi à ceux qui le gèrent et à la société en général de l'ouvrir comme une ville. Je pense. C'est un mot. Il ne faut pas oublier l'art urbain, que l'artiste se réapproprie l'espace urbain, propose une œuvre. Et c'est aussi, je pense, à l'habitant de se réapproprier cette œuvre et d'en faire ce qu'elle veut, puisque l'artiste la propose à son public. Donc après, libre choix, puisque, comme a été dit, alors moi je parle je suis graffeur, je parle pour le graffiti,
Le graffiti, généralement, il se fait sur des supports qui ne sont pas la propriété de l'artiste, comme a dit Mantra. Que ce soit un train, que ce soit un mur, que ce soit un arrêt de bus, que ce soit n'importe quoi. Après, le graffeur, c'est dans son esprit déjà que c'est... Bah là, c'est un peu galvaudé comme terme, mais c'est éphémère. C'est un art éphémère. Et c'est dans son esprit que son œuvre, que ça soit au bout de 1 minute ou au bout de 20 ans, elle va disparaître. De toute façon, c'est intégré dans son esprit. Et je pense que n'importe quel... Ernest ne dira pas le contraire. Que lui, il sait très bien quand il va poser une affiche, qu'il sait très bien qu'au bout de 5 minutes, cette affiche peut être décollée. Et parce que je pense que après la question du beau, du pas beau, c'est assez subjectif. Et il y a certaines personnes qui vont prendre ça comme une violence. Oui, ouais, tout à fait. Et je parle pas forcément de propriété privée, d'atteinte à la propriété privée. Hein. Je parle juste de... Le fait de le voir. Moi, j'ai fait des œuvres dont c'était la fragilité qui était l'élément essentiel. J'ai compris ça. Dans les années 70, j'ai collé une image d'Arthur Rimbaud de Charleville jusqu'à Paris sur les routes. Vous voyez, j'avais fait un Rimbaud en pied et tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était sa fragilité qui était ce qu'il y avait de plus rimbaldien. Le fait que ça n'allait... Si vous faites un Rimbaud en marbre, c'est con, c'est une contradiction. De faire un Rimbaud en papier qui allait disparaître, comme dit René Char, tu es passé fulgurant, c'était la fragilité de ma proposition qui était ce qu'il y avait de plus rimbaldien dans le projet. Vous voyez ? Bon, juste pour finir, pour terminer, on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé de l'art de l'espace public. Donc en ce moment, il y a le projet Koufas Urban Art qui se déroule dans 10 villes des 4 pays. Vous pouvez voir toutes les villes qui participent au projet cette année avec une série d'interventions des artistes qui viennent du monde entier. Par exemple, Mantra, on a Vera aussi de l'Équateur qui est là, qui participe au projet cette année. Vous voyez un peu toutes les villes qui participent. Donc si vous voulez, cela c'est en route jusqu'au 30 juin. Dans toutes ces villes, vous pouvez découvrir des fresques, des grandes fresques qui sont réalisées, comme par exemple Montréal réalise une fresque dans un bâtiment de 25 mètres de hauteur, plus ou moins. Voilà, donc vous pouvez aller découvrir ces projets. Il y a un volet pédagogique parce que ça, on parle pour qui. Et dans le cas de ces projets, c'est très important de dire que notre projet, on ne voit pas le public d'une façon passive, mais on essaie de les impliquer. Donc on travaille avec les différents publics, des personnes handicapées, réfugiés, des jeunes en difficulté, des familles, des personnes âgées, des workshops intergénérationnels. Il y a les volets artistiques avec toutes ces interventions. Les grands festivals de clôture, c'est le 1er juillet à la place d'Aubry-Lège-sur-Azette. Et je vais vous montrer juste quelques images des artistes qui participent au projet cette année. Par exemple, là, on voit la polonaise Natalia Rak, qui sera à Aix, elle réalisera une fresque à Aix-sur-Azette. On a l'espagnol Euro, qui participe au projet cette année. Vera, qui est là, si vous voulez me parler, c'est l'occasion. Elle est venue de l'Équateur pour participer à ce projet. On est très heureux de l'accueillir. Voilà, Montréal, la fresque qu'il a réalisée à la Couture Fabrique, c'est une fresque qui a connu beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui prennent des selfies. Hein? Qui est illustré dans ce cas, c'est intéressant de le dire aussi, surtout pour des personnes qui voient pour la première fois ce visuel, c'est illustré à partir d'une photographie, en ayant travaillé avec l'accord de la photographe qui s'appelle Marta Bevaca, qui a composé, donc les lumières, la composition avec le personnage central sont du photographe. Il y a également cette démarche qui est personnelle pour moi, où finalement, je fais aussi vivre le travail du photographe, mais ça, il n'y a que les curieux qui le verront. Donc, pour rejoindre, et peut-être pas pour rejoindre le débat qui a été mené, c'est avant tout de la curiosité. J'ai été curieux personnellement jusqu'à tomber sur cette photo que j'ai ensuite modifiée, que j'ai apporté des illustrations, des modifications. À l'aérosol, 100% à l'aérosol, sans quadrillage et sans... Il fait une fresque comme ça, à l'œil nu comme ça. C'est impressionnant comme il garde les proportions et tout. C'est une façade de 15 mètres de hauteur. Et voilà. Bon, et bien écoutez, merci beaucoup.